Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour messieurs. Tu es la première, Merci beaucoup. Il en faut une. Je pense que je ne serai pas la seule. Ah ben, ça, nous aurons la surprise. Ah, d'accord. Jusqu'à présent, tu es la seule. Bon. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Bah, après, c'est un privilège aussi d'avoir une formation en one-to-one. Voilà une autre personne. Ouais. Bonjour Anne-Sophie. Hello Sophie. Je ne C'est t'avais pas vue arriver. c'est drôle de se croiser là. Ah oui? On aurait pu se mettre ensemble dans le même bureau. Je suis à Strasbourg aussi. Oui, je t'ai vu de loin tout à l'heure. Ah, d'accord. Bonjour Vincent, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Ouais, super, merci. Moi, je propose peut-être qu'à 35, petit à petit, on démarre, hein. Midi 35, midi 37. On va attendre le retour d'Anne-Sophie. Il y avait combien d'inscrits? Une petite dizaine. Après, ça va arriver, j'imagine, au fur et à mesure. Ok. Bonjour Lima. Ah, vous m'entendez? Très bien. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, je ne sais pas si je tutoie, vous vois, c'est pas clair pour moi. Je n'ai absolument pas, même si je ne sais pas qui me parle. Ah, ok. En fait, je suis Joël Lavigne, le présentateur. Enchantée, Joël. Pour ma Enchanté. part, Alima Dameret, des Champagnes-de-Ramperrier. Très bien. C'est un nom qui est toujours très agréable à écouter. Je suis tout à fait d'accord. Je travaille pour une maison qui représente fièrement les couleurs de notre région C'est à bien. l'international. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est un nom qui fait pétiller. C'est plutôt bien. Exactement. Ok, super. Il est 36. Peut-être petit à petit, je propose qu'on démarre tranquillement et puis au fur et à mesure, si d'autres personnes se connectent. Bon, à l'origine, il y avait un peu plus de personnes qui s'étaient inscrites, mais j'imagine que nous avons tous des impondérables. Donc, on va attaquer tranquillement. Donc, dans ce cycle de conférences lié à la qualité vie du travail, au travail, je vais présenter le premier webinaire qui concerne la résilience
et l'endurance professionnelle, les leçons de l'Ultra Trail. Donc, en fait, cette réflexion est venue d'une discussion que nous avions entre personnes du lab CPM. Et le lab CPM, c'est un lab qui a été créé entre des étudiants du diplôme universitaire de Dijon Coaching Performance Mentale. On était au départ un groupe de pairs. On a élargi un tout petit peu notre cercle de personnes. Donc, je vais juste avancer d'un slide. On a créé cette association pour pouvoir continuer à échanger, continuer à partager nos connaissances. Et c'est plutôt réussi. C'était un très bon prolongement par rapport à notre groupe de pairs. Donc, nous sommes tous formés à la préparation mentale. La majorité des personnes sont en France et je suis le seul à vivre au Luxembourg. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient de milieux qui sont très, très différents les uns des autres. Et donc, du coup, ça crée, on s'enrichit de nos différences et c'est exactement ce qui se passe entre nous. Donc maintenant, je vais vous présenter les 3 prochaines conférences qui vont avoir lieu. La première, c'est la préparation mentale, les 6 moteurs de performance du dirigeant d'entreprise, qui va être faite par Jérôme le 15 juin. Ensuite, on a Agir face au risque suicidaire dans le monde professionnel. C'est par Greg le 22 juin. Et comment intégrer la gestion émotionnelle dans son management, ça sera le 29 juin par Nathalie Gallois, qui est aussi de la région, enfin qui est pas mal, qui est sur Reims, plus ou moins près de Reims. Maintenant, je vais me présenter rapidement et expliquer en 3 points ce qui m'anime, ce qui m'est cher et ce qui m'inspire. Alors, j'aurais peut-être pu vous demander si vous aviez, alors, je sais que Vincent est aussi un préparateur mental, mais si vous avez une expérience et en préparation mentale et ou en ultra trail. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça peut m'aider. Donc, en fait, ce qui m'est très cher dans mes raisons d'être, ce qu'on utilise dans la méthode Target, dans nos raisons d'être, en fait, moi, ce qui m'est cher, c'est ma famille, mon pays. Donc, je suis marié, je suis papa de 3 garçons majeurs, mes amis, et je reprends l'endroit où je vis. Donc, je vis au Luxembourg depuis maintenant énormément de temps, plus de 30 ans. Donc, je suis bien dans ce tout petit pays qui est très, très agréable. Ce qui m'anime, moi, c'est l'engagement professionnel et ou sportif. Donc, je suis un ex-manager dans le monde de la finance et du développement. Je me considère en reconversion professionnelle dans le monde du coaching et de la préparation mentale. J'ai été formé à la méthode Target et je suis en formation chez Transformance Pro actuellement, formation coach and team qui est plutôt orientée business. Je me considère très humblement comme un sportif multidisciplinaire, très assidu. Je suis majoritairement animé par le plaisir, mais j'aime régulièrement me lancer des défis. Et ce qui m'inspire, c'est tout ce qu'on peut lire, en fait, et toutes les rencontres qui peuvent m'enrichir positivement, principalement mes pensées, mon comportement. Donc, tout ce qui me développe positivement m'intéresse. Si maintenant j'attaque la présentation de ce séminaire, de ce webinaire, je considère que l'Ultra Trail, c'est une opportunité unique de se rencontrer avec soi-même et qui servira par la suite comme une source de réflexion à une carrière professionnelle. Donc, je vais définir ce qu'est un Ultra Trail. Je vais aussi expliquer ce que je considère comme étant important dans l'Ultra Trail, les apprentissages de l'Ultra Trail qui ne sont pas que les miens. Ensuite, je vais voir comment on peut utiliser toutes ces qualités qu'on a acquises ou développées au travers de l'Ultra Trail dans le monde professionnel en définissant ce qu'est la résilience et l'endurance professionnelle. Puis, en regardant quelle approche on peut avoir vis-à-vis de cette résilience et de cette endurance. Est-ce qu'on a une approche qui est plutôt passive ou est-ce qu'on a une approche qui est plutôt active? Et ensuite, j'arriverai à une conclusion. Et si vous avez des questions sur la fin, n'hésitez pas à me faire part de vos questions.
Sinon, dans les règles, vous pouvez aussi interagir quand vous le voulez si vous avez une question. N'hésitez pas. C'est bien de pouvoir communiquer et d'échanger ses ressentis sur le moment. OK? Donc maintenant, je vais attaquer par la rencontre unique avec soi-même. Et la première question qu'on se pose, mais c'est quoi un ultra trail? Donc là, vous avez dans ce slide le parcours de l'UTMB que j'ai retrouvé, je ne sais pas de quelle année, mais c'est le parcours de l'UTMB et qui part de Chamonix, qui revient à Chamonix, qui est une course apparemment mythique pour les ultra-trailers, selon les informations qu'on peut recevoir. Donc, je vais vous donner une définition de l'ultra-trail. Ensuite, je vais vous expliquer très succinctement comment moi j'ai commencé dans l'ultra-trail, et c'est plutôt à mon insu. Et après, de toutes mes expériences, je suis venu avec une définition de l'ultra-trail qui m'est propre et que je partagerai avec vous. Donc, en fait, c'est quoi un ultra-trail? On a plusieurs définitions, mais on retient qu'un ultra-trail, c'est une épreuve de course à pied dont la distance dépasse 80 km et avec plus de 2000 mètres de dénivelé positif, qui est couru sur des chemins balisés en milieu naturel. Donc, quand on lit cette définition, c'est pas très glamour, ça donne pas véritablement envie de se lancer dans de l'ultra-trail. Et moi, je trouve ça un peu trop clinique comme définition. Donc, à partir de ce que j'ai vécu et comment je suis arrivé à l'ultra-trail, je vais vous proposer une autre définition. Donc, en fait, moi, je suis un produit des années 80. Je viens de la montagne. Je vis très proche de la vallée d'Ossau, dans le sud-ouest de la France, et j'ai naturellement fait de la montagne. Et lorsque nous étions jeunes, on privilégiait plutôt les baskets aux chaussures de montagne et nos sorties qui étaient de 1 journée, maximum 2 journées. On était plutôt bien avec nos baskets et souvent on faisait toutes les liaisons et les descentes en courant pour gagner du temps, en fait. Donc, naturellement, quand les épreuves, on va dire, outdoor sont arrivées ont été proposées, on s'est rapidement tourné vers ces épreuves, sachant qu'on venait du monde du marathon. Donc, c'était assez naturel comme transition. Et le premier ultra que j'ai fait, qui faisait 120 km en vallée de Maurienne, ben, c'est le premier ultra, je ne l'ai pas fini. C'est un ultra, j'ai arrêté au bout de 80 km parce que j'en avais assez. Je trouvais que c'était assez long comme ça de courir. 80 km, j'ai arrêté. J'ai vécu beaucoup de très, très, très beaux ressentis, c'était magnifique, mais je l'ai arrêté, parce qu'il y a d'autres conséquences. Mais j'étais très content d'être arrivé jusqu'à 80 km et ça me suffisait. Ensuite, je me suis inscrit en ultra-trail par étape, qui est l'équivalent du marathon des sables. Très, très beau aussi. Mais là, j'ai été pris de peur quand je posais mon inscription parce que je me suis dit, je ne serai jamais prêt. C'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire. Et là aussi, c'est pareil. Avec des amis, on a réussi à calmer le jeu et je l'ai fait plusieurs années de suite. Ensuite, effectivement, je me suis aligné sur des marathons un peu plus mythiques comme l'UTMB, comme le GRP dans les Pyrénées. Donc, je ne sais pas combien j'ai d'ultra, mon actif. Je dirais peut-être 6, 7, quelque chose comme ça. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le nombre ni les courses qui sont importantes, c'est ce que j'ai vécu dans ces courses. Donc finalement, si je devais donner la définition d'un ultra, pour moi, un ultra trail, c'est une aventure humaine qui permet d'évoluer en courant ou en marchant sur des sentiers souvent monotraces, dans des endroits qui sont magnifiques, qui sont tracés par des bénévoles passionnés qui, en plus, assurent la logistique et le ravitaillement. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut rêver de mieux quand on aime être au grand air ou en mouvement. C'est un moment absolument unique, personnel, fantastique. En plus de ça, l'Ultra Trail va véhiculer un certain nombre de valeurs qui me parlent. C'est le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de l'environnement, de la sécurité. Et aussi une autre valeur qui est pour moi très importante, c'est l'humilité. Donc maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est plutôt où commence un ultra trail et où finit-il? Est-ce que vous avez une proposition à faire? Vincent, toi qui es un champion de l'ultra trail.
Oh, mais il faut enlever le... faut que tu me fasses un mute. Hein. Pardon. Où est-ce que ça commence, c'est ça? Ouais, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit? C'est dur à dire. Je pense que où est-ce que ça commence, c'est très personnel. En fait, la notion d'ultra, tu l'as définie à la base, il y a du dénivelé. En effet, c'est sur milieu naturel, plus particulièrement en montagne. Après, Ouais, mais plutôt temporellement. Tu as une idée temporellement quand est-ce qu'on commence un ultra trail et quand est-ce qu'on le finit temporellement? Bon. Pour moi, ça ne commence pas le jour où on va faire l'épreuve, où on va faire le dépassement de soi. C'est avant, c'est lors de la préparation. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Alima. Oui, c'est un premier élément, effectivement. Et donc, ce que je voulais en fait passer comme message, c'est que globalement, un ultra, ça commence longtemps, 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 longtemps à l'avance. C'est dans un ultra, ce qui est très important, c'est pas que le résultat, mais c'est surtout le chemin qui amène au bout de cet ultra. Et dans ce contexte, je vois 4 moments très forts dans l'ultra. C'est la prise de décision. Donc, vraiment de se dire, OK, je vais faire partie des personnes qui font l'ultra. Donc, on passe de la joie, de l'excitation à la peur quand il faut tout organiser. La préparation avant l'épreuve, c'est quand même colossal. Je vais y revenir dessus. Le pendant l'épreuve, donc là, c'est si j'avais su, véritablement, je vais découvrir tout ce que les anciens ont pu m'expliquer et qui finalement devient une réalité. Et l'après-épreuve, c'est soit je réussis, soit j'apprends. Donc l'ultra, on va tellement loin dans la découverte de soi-même que le résultat finalement a peu d'importance. C'est la somme des informations qui est très, très intéressante. Donc quand on prend cette décision, on a une vision et cette vision devient un but et on va chercher à s'inscrire et on va aussi comprendre que tout ce qu'on va mettre en place maintenant sera fait par rapport à toutes les contraintes de notre vie. Donc, on a des contraintes professionnelles, familiales, etc., etc. Et donc, on ne pourra jamais faire mieux que la somme de toutes nos contraintes. Donc, l'avant, c'est véritablement la préparation physique, la préparation technique et la préparation mentale. Et aussi la préparation du matériel. En physique, bien entendu, on va essayer d'y inclure l'alimentation. Là, il existe beaucoup de plans d'entraînement. C'est peut-être la partie la plus facile, pas à faire, mais la plus facile à préparer. La partie technique dans l'entraînement, c'est véritablement est-ce que je sais courir lentement avec des bâtons ou sans bâtons? Est-ce que je sais marcher vite? Est-ce que je sais descendre vite? Et comment je monte quand je suis en montagne? En préparation mentale, si on est absolument inculte en préparation mentale ou complètement béotien, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment commencer à envisager le pire. Donc, ça veut dire quoi? On aura énormément de contraintes internes. Comment les anticiper? On va gérer les douleurs. On aura certainement des ennuis gastriques. On va gérer la fatigue. On aura beaucoup de contraintes aussi qui sont externes, donc la météo, des difficultés techniques, le matériel qui ne va plus. Ça peut être un débalisage. Donc, tous ces aspects-là vont nous affecter, vont affecter nos émotions et il va falloir être préparé. La préparation du matériel est très importante. Vos tenues, le sac à dos, est-ce que vous êtes poche à eau, bidon, etc. Mais là, il faut apporter énormément d'attention parce que dès que quelque chose ne va pas dans votre matériel, ça prend des proportions qui peuvent être assez colossales. Donc ensuite, on sait que un ultra, c'est une course d'endurance basse vitesse. La vitesse moyenne, c'est pour un coureur lambda, c'est 4 km/h. Donc 4 km/h, c'est ce que vous faites en marchant. Mais quand c'est sur 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé, c'est pas la même chose. On le sent, on ne le vit pas de la même façon. Ensuite, il va falloir être capable aussi de regarder petit à petit, on va arriver au pendant. Donc, lorsqu'on va se lancer, on va découvrir énormément de choses. Donc, on va devoir apprendre à gérer son énergie. On va découvrir la gestion des émotions. On va aussi découvrir l'influence des autres coureurs qui sont dans le même état que nous, ou mieux ou pas. Et là, on va aussi apprendre ce qu'est la solidarité sur une course d'ultra-trail. C'est-à-dire que là, véritablement, on passe d'une course en solitaire à une course en solidaire.
il y a une lettre de différence entre les deux. On essaie de se protéger des influences qui sont positives ou négatives. Alors, je dis ça, ça paraît assez non significatif, mais en fait, lorsqu'une personne vous regarde et qu'elle renvoie votre fatigue, c'est pas hyper motivant. Lorsque vous entendez des personnes qui disent qu'elles vont abandonner, lorsque vous entendez des personnes qui sont à l'opposé, complètement enthousiastes, bon, ça vous motive aussi. Donc, vous avez aussi pas mal de... Votre discours interne est très fort. Et dans ce contexte, il faut mieux éviter de prendre des décisions hâtives. Ce qui est vrai maintenant ne l'est pas forcément. Donc, on attend. L'état de fatigue, dans 1 heure, vous serez peut-être différemment. La pluie, dans 1 heure, il pleuvra peut-être pas. La nuit passera. Tout ce genre de choses. Donc, on va essayer de rester concentré dans l'épreuve et on va essayer de comprendre ce qui nous arrive. On va aussi se recentrer sur soi et sur véritablement l'essentiel. Et on découvre en fait que ce qui est important, reste nos raisons d'être, donc principalement la famille qui est là, qui peut vous encourager, les amis aussi qui peuvent être là et qui peuvent vous encourager, puis tous les anonymes qui passent, qui vous voient et qui vous encouragent énormément. Et franchement, ces moments-là, ça fait énormément de bien. Là, je pense que Vincent doit pouvoir confirmer mon ressenti, mais là, quand vous voyez des personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous parlent, parce que votre prénom est inscrit sur le dossard, c'est un boost absolu. Voilà, ça c'est un peu tout ce que vous allez vivre durant l'épreuve. Et après l'épreuve, on a cette situation assez fantastique de dire, OK, soit j'ai réussi, donc je suis finisher. Mon mindset, c'est, en fait, j'ai pas de limite. J'ai plus aucune limite dans ma tête. Je vis un moment euphorique, complètement euphorique. Et si maintenant, j'ai arrêté avant l'arche d'arrivée, je vais essayer de gérer mon échec et ce revers. Et ça peut prendre du temps. Donc, en fait, on se rend compte que l'Ultra Trail, c'est une course de très, très, très longue haleine qui vous occupera longtemps et qui hantera en fait pas mal de vos journées, tellement c'est prenant et tellement c'est chronophage. Un élément aussi peut-être que j'ai oublié dans la préparation avant l'épreuve, c'est véritablement l'investissement et le sacrifice que vous faites pour arriver à organiser vos entraînements alors que vous avez des contraintes professionnelles et alors que vous avez des contraintes familiales. Ça, c'est vraiment aussi très important. C'est en fait comment allez-vous faire pour que personne dans votre entourage, que ce soit votre famille ou vos collègues, se rendent compte que vous êtes en train de vous investir énormément dans une épreuve qui sera de longue haleine. Ensuite, à l'issue de cette épreuve, vous allez découvrir, je reprends, vous avez découvert un certain nombre de choses, vous avez acquis, vous avez développé de grandes qualités. Et je me suis amusé à les recenser un petit peu. Alors, bien entendu, ce n'est pas exhaustif du tout, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc, globalement, lorsqu'on lit, on retient, et après, n'hésitez pas à rajouter des éléments, mais ce qui me marque, c'est l'ambition. C'est-à-dire que vous aviez un projet, vous êtes allé au bout, vous avez compris ce qui faisait sens pour vous, vous aimez relever les défis, vous avez fait preuve de courage, beaucoup de pugnacité. Vous êtes aussi responsable de vos choix. Vous êtes investi, vous avez dédié énormément de temps à ce but. Vous avez fait preuve de beaucoup d'engagement. Vous avez été capable de gérer vos erreurs, vos échecs durant la course. Vous avez, je ne retiens pas tous, mais vous avez fait preuve de project management agile. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, durant toute cette préparation, vous vous êtes comporté comme un project manager. Vous avez réfléchi quelles étaient les différents sous-activités, vous avez vu vos milestones, etc. Donc, il y a quand même eu tout un effort de planification très important. Et ça, pour moi, c'est une qualité de project manager agile, c'est-à-dire que vous avez pu vous adapter dès que vous vouliez. Vous avez été capable de relativiser. Vous avez changé en mieux après cet ultra, qu'il soit réalisé ou pas. Vous avez complètement changé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez aimé développer de nouvelles compétences et vous avez géré l'ensemble de vos contraintes et une grande partie de l'inattendu. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces qualités
dans le monde professionnel. Donc, comment vous allez les exploiter, que ce soit au niveau de la résilience ou de l'endurance. Maintenant, je pense que Vincent, comme je sais que Vincent fait des ultras, mais ce qui est très intéressant, c'est après des années, qu'est-ce qui reste véritablement dans l'ultra? Au-delà de toutes les qualités qu'on a acquises ou développées, ce qui reste, c'est des souvenirs qui sont très puissants émotionnellement. On ne se rappelle plus de l'effort, on ne se rappelle plus de la douleur, on ne se rappelle plus de la fatigue, mais par contre, on se souvient de souvenirs fantastiques, de rencontres mémorables, de discussions avec des coureurs qu'on ne connaît pas du tout et on raconte sa vie. Et ça, c'est absolument génial, je trouve. Et surtout, on se connaît beaucoup mieux. Donc, on connaît ses limites, on connaît aussi ben, on s'écoute beaucoup plus. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de revenir sur toutes ces qualités acquises et développées, et je vais essayer de les passer au travers de ces deux éléments, la résilience et l'endurance professionnelle. Et avant de commencer par ça, je vais essayer de définir ce qu'est la résilience, l'endurance. Alors, j'ai pris Wikipédia, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et après, je vais vous proposer une approche qui est passive de la résilience et de l'endurance et une approche qui est beaucoup plus active de la résilience et de l'endurance professionnelle. Là, je vous ai repris le graphique de, finalement, on va dire la courbe de l'UTMB. Et je me suis amusé à voir la charge mentale. Je dis, tiens, est-ce qu'on peut finalement traduire un petit peu ce dénivelé ce graphique par la charge mentale? En fait, bon, je me suis amusé, ça n'a absolument aucune valeur, mais ce qu'on voit, c'est que quelque part, quand vous avez quasiment pas de charge mentale, vous êtes plutôt dans la nuit et peut-être que vous posez la question à savoir si ce n'est pas le moment de changer de job, sachant qu'en France, une bonne carrière, c'est 40 années. Ensuite, quand votre charge mentale, pour différentes raisons, la famille, les enfants commencent à augmenter, un nouveau management, une réorganisation, eh bien, vous commencez à avoir une charge mentale qui monte de plus en plus et vous êtes dans une situation où vous avez trop de boulot. Et bien entendu, la pire des situations pour vous, c'est le burn-out, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu arriver cette augmentation de charge mentale et il va falloir récupérer et ça va prendre du temps. Et après, vous aurez toute une période où vous allez devoir gérer votre effort. Joël, je ne comprends pas, je me permets de vous couper. Vas-y. Je comprends pas les 10 ans, 20 ans, 30 ans par rapport à la charge. Là, c'est encore une fois, c'est une interprétation complètement personnelle. Donc, pour moi, je me suis amusé à partir du graphique de l'UTMB de dire, OK, 10 ans, c'est 10 ans de carrière, 20 ans de carrière, 40 ans de carrière. Et tout ce qu'on peut vivre, et tout ce qu'on peut vivre durant une carrière. Donc, c'est plutôt un clin d'œil. Mais ça fonctionne avec le profil de l'UTMB. Maintenant, je vais définir la résilience. Et globalement, on prend celle que j'ai trouvée sur Internet. Et la résilience, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est un nouveau terme. Ça vient des Anglais. Avant, on n'entendait pas parler de résilience il y a quelques années. On ne nous en parlait pas. Maintenant, on entend parler de résilience partout. En fait, il faut être résilient. C'est l'injonction quotidienne. Il faut être résilient. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il faut l'être. Et lorsque on commence à émettre un avis qui nous déplaît, on nous dit attention, c'est important d'être résilient. Donc, voyons un petit peu ce qu'est la résilience. En physique, on dit que la résilience est la caractéristique d'un mécanique qui dit que ça résiste au choc. OK, très bien. En psychologie, on dit que c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Et dans l'écologie, et ça là je l'aime bien, c'est la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. Donc vous les prenez tels quels, vous avez certainement votre propre définition de la résilience, mais ce qui m'intéresse en particulier, c'est un élément additionnel que je ne retrouve pas dans ces définitions, dans cette définition, c'est le changement d'état. C'est-à-dire que la résilience, c'est un choc, mais que vous allez vivre, mais ensuite, vous serez différent de ce que vous étiez avant. Donc, il y a quelque chose qui s'est transformé chez vous.
L'endurance, maintenant, c'est l'aptitude à résister aux fatigues physiques et aux épreuves morales. On parle d'endurance du coureur de fond, ça on comprend, c'est plutôt évident. Et c'est la solidité d'une machine ou d'un véhicule dans une épreuve de test de longue durée. Alors ça, si maintenant on remplace machine, véhicule par être humain, sur un trail, vous avez exactement ce que vous allez vivre. Est-ce que vous êtes capable de faire ce test longue durée ou sur l'ultra? Et à partir de là, on peut dire que oui, effectivement, vous êtes endurant. Et à partir du moment où vous le vivez dans un ultra, il n'y a absolument aucune raison que vous n'arriviez pas à répliquer dans votre vie professionnelle dès lors que vous savez gérer votre énergie et vos émotions. Donc, maintenant, c'est comment on va utiliser, ou plutôt comment on va vivre cette résilience et cette endurance, et comment on va répondre lorsqu'on se retrouve en situation où on est confronté à des événements qui vont réclamer de la résilience et qui vont réclamer de l'endurance. Et c'est là que je dis que si maintenant je pars de mon point de départ qui est l'ensemble des qualités que j'ai évoquées précédemment et qui sont renforcées au travers d'une activité d'ultra-trail, eh bien, à minima, dans les plus, à minima, on va réussir à encaisser cet événement inattendu et on va patiemment attendre de rebondir, que ce soit ici ou ailleurs. On va aussi réussir à gérer notre énergie, nos émotions, durant toute notre carrière, en nous laissant plutôt guider par les événements. Mais les moins que je vois dans cette situation, c'est que c'est un peu dommage d'avoir autant de qualités et de potentiel et de ne pas les exploiter complètement. Et d'expérience, ce que j'ai pu observer, c'est que même si vous êtes capable de résilience, ça peut entraîner un certain nombre de questions qui sont plutôt existentielles et qui sont, mais finalement, qu'est-ce qui m'anime au quotidien et quel est mon but professionnel? Ça peut être aussi, qu'est-ce qui fait véritablement sens pour moi par rapport à ce que vous avez pu vivre précédemment? Et finalement, est-ce que mes objectifs personnels dans ma carrière sont vraiment si clairs que ça? Donc l'impression, et ça c'est une image que je partage et qui me vient à l'esprit, alors j'aurais bien aimé la dessiner, mais je vais vous la décrire, hein. Peut-être que vous allez réussir à l'imaginer. Donc en fait, l'image qui me vient à l'esprit, c'est un homme c'est pas genré, hein, à côté de ça. Donc c'est un homme qui est dans un tonneau, qui est complètement au milieu de l'océan et qui vous regarde avec des grands yeux remplis d'incompréhension. Et en fait, son tonneau flotte et il est en train de bouger au gré des vagues et du courant. C'est un peu l'impression que j'ai. C'est-à-dire que oui, vous êtes capable de supporter des événements qui sont inattendus, mais vous êtes plutôt dans un mode passif. C'est-à-dire, en fait, ça vous ballotte dans toutes les directions. Et si ça part à droite, vous partez à droite. Si ça part à gauche, vous partez à gauche. Vous êtes plutôt dans un mode passif. Maintenant, si on réfléchit aux mêmes qualités, mais on va travailler un tout petit peu différemment. On va dire, OK, est-ce que je peux être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus proactif, beaucoup plus intéressé, beaucoup plus ouvert par ce qui m'arrive en termes de résilience? Bon, je rappelle encore une fois qu'on est en train d'essayer de transposer ce qu'on a vécu dans un ultra par rapport à sa vie professionnelle. Dans un ultra, vous gérez en permanence l'incertain. Vous n'avez absolument aucune certitude sur ce qui va se passer, vous concernant ou concernant l'extérieur. D'ailleurs, vous concernant, votre état va changer. Il y a des moments où vous serez bien, il y a des moments où vous ne serez pas bien, vous devrez le gérer. Et extérieurement, toutes les contraintes extérieures, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui va se passer. Personnellement, j'ai eu une nuit où il a plu pendant 8 heures. 8 heures de pluie, c'est 8 heures de pluie. Vous faites avec. Il fait froid, vous faites avec, vous vous adaptez. Donc, c'est tous ces éléments inconnus pour lesquels vous allez vous adapter. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous allez découvrir derrière ces éléments et comment vous allez en jouer. Donc, pour moi, lorsqu'on parle à partir de toutes les qualités qu'on a acquises et renforcées dans le monde de l'ultra-trail, on va essayer, grâce à la résilience, de surfer véritablement sur la courbe du changement.
je vais vous montrer ce qu'est la courbe du changement. Donc, je vais juste... alors là, je vais avancer un tout petit peu pour aller la chercher. Alors ça, c'est un peu dommage. OK, voilà. Là, vous voyez la courbe du changement qui est en annexe. Lorsque je vous transmettrai la présentation, vous l'aurez en annexe. Et j'espère aussi quelques notes si elles sont dans les slides. Donc, est-ce que vous connaissez la courbe du changement? J'imagine que oui, bien entendu, la courbe de Kubler-Ross. Moi, je l'appelle la vallée de la mort. En gestion de projet, justement, on commence et puis après, il faut gérer justement la dépression, là où on est au fond de la vallée. Exactement, mais ça s'applique à énormément de situations, mais l'idée, c'est d'arriver à la conceptualiser et de se dire que, quel que soit l'événement, on va passer par plusieurs phases. Tout à fait. C'est vrai pour le monde de l'ultra, c'est vrai pour le monde professionnel. Donc, en fait, on doit accepter ces phases de manière à ce que finalement, on les attende pas avec impatience, mais on les attende avec pas mal de bienveillance et en se disant, OK, on vit un moment traumatique, mais de là va naître quelque chose de nouveau, quelque chose qui certainement sera plus grand et qui va me développer. Donc, vous avez toujours cette période de choc, de déni. Vous êtes excessivement frustré, beaucoup de colère, beaucoup peut-être d'agressivité. Vous refusez complètement cette situation. Ensuite, vous allez petit à petit rentrer dans une phase où vous allez accepter, ce qui peut vous amener à une forme de dépression. Et à partir de moment, si vous êtes bien accompagné ou si vous êtes suffisamment résilient et suffisamment flexible, vous allez rentrer dans une phase d'expérimentation où vous allez commencer à tester. Et petit à petit, vous allez voir toutes les nouvelles opportunités qui sont devant vous et qui peuvent vous amener à un nouvel état. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans l'ultra et qui est encore plus intéressant, je pense, dans le monde professionnel. C'est qu'est-ce qui va se passer et comment je vais le vivre et comment cet inattendu va me profiter, en fait. Donc, je vais revenir sur mon petit slide. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir savoir est-ce que mon but est clair? Est-ce que mes objectifs aussi sont clairs? Donc là, on est dans une optique plutôt smart. Et encore une fois, c'est rien de nouveau. Vous connaissez cette définition des objectifs. Pour ceux qui ont fait la préparation, qui ont suivi la méthode Target, on va un peu plus loin que le simple smart. Mais Smart fonctionne très, très bien. Donc, je vais aller vers mon Smart. Alors, Smart, je vous ai mis les deux versions. Pourquoi? Parce que la version française, elle est intéressante. Donc, on est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et elle doit être temporellement finie. Donc, Joël, oui. Vous avez oublié une lettre. Maintenant, moi, je rajoute à Smart un E, écologique. Et c'est important quand on fait de l'ultra trail en nature. Alors, ça, merci. Non, franchement, c'est quelque chose de nouveau, mais merci beaucoup. Eh oui. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, oui. c'est pour le féminiser, en fait. Smart. Non. C'est pas pour le féminiser. C'est écologie, RSE, ce que vous voulez, mais c'est vraiment pour qu'on prenne l'importance de mais c'est super, la merci nature. beaucoup. C'est top. Ouais, franchement, merci. Donc, on va rajouter écologie qui a été reprise un petit peu dans mes valeurs avec le respect de l'environnement. Mieux qu'écologie, c'est environnement, vous avez raison. Et donc, on a la notion de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Maintenant, j'aime bien aussi voir ce que les anglo-saxons ont écrit parce qu'il y a une notion de relevant. Et pour moi, relevant, c'est vraiment lié à la notion de sens. Est-ce que cet objectif, dès lors qu'il est bien spécifique, dès lors qu'il est mesurable, dès lors qu'il est, on va dire, atteignable, est-ce qu'il est véritablement relevant? Est-ce qu'il fait sens pour vous? Et est-ce que c'est véritablement l'objectif que vous devez vous assigner? Pour le reste, c'est la même chose. Mais je trouve que atteignable et réaliste, j'ai du mal en français à vraiment faire la différence. C'est pour ça que relevant, ça, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est lié au sens. C'est personnel, encore une fois. Ne prenez pas ça que pour argent comptant, c'est vraiment personnel. Je vais revenir maintenant sur le... Juste une petite remarque, Joël. Oui. Comme on était sur le SMART, sur le A aussi, ce qu'on dit souvent, c'est ambitieux.
plus Tout que à fait. atteignable aussi, parce que ambitieux, ça montre, comme on est sur des objectifs, qu'il y a quand même une dimension, voilà, de dépassement. C'est ça. Donc voilà, je voulais juste Ah, l'ajouter, le merci, A peut merci. être aussi sur ambitieux, Voilà, merci beaucoup. mais Tout à toujours fait. réaliste quand même, hein, faut... Non, mais merci beaucoup Oui, pour cet apport. C'est vrai, absolument, vous avez entièrement raison. Il y a l'ambition est certainement le plus beau moteur, dès Mm, lors qu'il est réaliste. Absolument. Très bien. tout à Merci fait. Il faut beaucoup. les deux, parce qu'autrement, ça marche pas. Voilà. Tout en étant. Oui, oui, c'est la. Voilà, OK. Donc, je vais revenir sur maintenant un élément qui est assez intéressant et que vous connaissez peut-être. C'est le growth mindset. Est-ce que ça vous parle, le growth mindset? Donc, c'est encore un terme anglo-saxon. Je vais vous montrer un slide qui en fait reprend les éléments. Si vous avez fait la méthode Target, si vous avez écouté un petit peu Jacques Fradin en neurosciences, vous vous rendez compte que est-ce que vous êtes plutôt dans un mode automatique d'état d'esprit ou est-ce que vous êtes plutôt dans un mode adaptatif et plutôt flexible? Et quelles sont les deux composantes? Donc maintenant, quand vous êtes, encore une fois, quand vous êtes face à un événement qui va réclamer de la résilience et de l'endurance chez vous, comment vous allez pratiquer? Donc je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà ce qu'est le growth mindset. Donc, c'est deux états. C'est un état d'esprit qui est plutôt fixe ou un état d'esprit qui est plutôt flexible. OK? Donc là, le premier, c'est que... Alors, je suis désolé, mes yeux vont aller un peu vers le side parce que je ne le connais pas par cœur. Donc, les croyances, on croit que nos potentiels, nos talents et nos différentes intelligences, elles sont déterminées ou prédéterminées et elles sont inchangeables. Ça, c'est du fixe. Lorsque vous avez un état d'esprit qui est flexible, vous êtes convaincu que vos potentiels, vos talents et vos intelligences sont absolument développables à n'importe quel moment de la vie, avec persévérance et avec pratique. C'est l'entraînement qui va vous permettre de vous développer positivement. Donc, c'est deux attitudes qui sont très, très différentes, c'est deux postures qui sont très différentes. Après, j'ai classé six différents éléments. Donc, quand on parle de désir, en fait, il y a des personnes qui vont plutôt se tenir à ce qu'elles savent. Et elles savent que soit elles sont bonnes, soit elles ne sont pas bonnes, mais elles ne vont pas essayer. Il y en a d'autres qui vont dire plutôt, en fait, je suis là pour m'éduquer, je suis là pour apprendre de nouvelles choses en continu. Et en même temps, je prends des risques. Dès lors que je me mets dans une situation d'apprentissage, quelque part, je m'autorise aussi à être, comment je vais dire ça, à être plus fragile par rapport aux autres, puisque vous êtes dans une situation d'apprentissage et vous prenez des risques et vous allez devoir aussi l'expliquer aux personnes qui sont avec vous. C'est Ensuite, beaucoup, hein. C'est difficile pour certains de sortir de sa bulle, de son environnement de sécurité, de s'exposer et d'aller chercher la difficulté, alors que pour certains dans le monde professionnel, je suis payé pour faire ça, j'ai pas le temps et je vais faire que ça. Difficile, hein, de absolument. faire. Mais c'est aussi, alors là, c'est encore un avis personnel et un avis d'ex-manager, c'est aussi très important pour un manager d'être capable d'amener par le questionnement, par un accompagnement, d'amener la personne à réaliser qu'elle a ce type de rigidité mentale et que globalement, le monde est en train de changer, mais pas cette personne. Donc, c'est compliqué pour la personne de suivre les changements qui sont en cours et alors qu'elle vit sur ses acquis, elle vit sur son passé, elle vit sur tout. C'est une forme d'empirisme qui est assez violent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de les amener petit à petit à réaliser qu'elles ne sont pas forcément dans la bonne dynamique. Maintenant, au niveau des talents, donc la personne va dire, moi je suis bien comme je suis et je n'ai pas envie de changer. C'est le point d'Alima. De l'autre côté, on va dire, finalement, c'est un questionnement permanent. Est-ce que je suis à mon meilleur niveau? Est-ce que c'est ma meilleure performance? Et est-ce que je peux continuellement mieux faire? Alors, mieux faire, ce n'est pas forcément le résultat, hein. Ça peut être aussi en termes de maîtrise. Donc, est-ce que je peux être plus
rapide? Est-ce que je peux être plus performant? Est-ce que ce que je fais va me donner plus de satisfaction, etc. Ça peut être vraiment une motivation qui peut être très intrinsèque aussi. Au niveau de l'effort, la personne qui est plutôt dans un mode fixe, elle va dire ouais, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, ça ne vaut pas l'investissement, on est bien comme ça, on ne bouge pas. Et la personne qui est plutôt flexible, elle va dire non, non, non. Moi, je suis convaincu que l'effort, ça m'aide. J'ai le goût de l'effort. Et même si c'est dur, je suis convaincu que je peux y arriver. Au niveau des revers et des échecs, là, c'est deux attitudes aussi qui sont très, très, très différentes. C'est la première personne, elle va potentiellement être prête à abandonner. Et elle va trouver ça que c'est assez fataliste. Dire, bon, mais c'est comme ça, en fait. Oui, il n'y a rien de grave, mais j'abandonne, c'est bien. Voilà, c'est comme ça. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi, c'est ma nature, full stop. Celui qui ou celle qui a vécu les revers et qui est plutôt dans une dynamique flexible, elle va se demander pourquoi ça lui est arrivé, euh, est-ce qu'elle peut utiliser une autre stratégie et est-ce qu'elle peut apprendre de ses erreurs? Tout le temps dans une dynamique où je vais forcément essayer de m'améliorer. Dans le feedback, là aussi c'est pareil, il y a des personnes qui sont plutôt ouvertes au feedback et d'autres beaucoup moins. Donc encore une fois, c'est mode d'état d'esprit fixe, ça veut dire bon, finalement c'est ennuyeux et en fait ça ne sert pas à grand-chose. Les feedbacks, elles peuvent même très très mal les vivre. Ça peut être pris comme une attaque personnelle. Alors que une personne qui est plutôt flexible va dire, OK, dès que vous me faites un feedback, ce feedback, il va m'être utile parce que, dès lors qu'il est bienveillant, on peut faire un feedback, entre guillemets, en exprimant des zones d'amélioration, tout en le faisant avec bienveillance. Et ça va montrer que la personne n'est pas à son niveau optimal et elle va essayer d'accepter ses faiblesses dans un premier temps et de travailler pour pouvoir les améliorer et pouvoir aller au-delà. Ensuite, au niveau des pères talentueux, voilà, là, on a une observation, personnes qui sont plutôt dans un mode fixe, elles vont dire, les autres qui sont talentueux, ben, en fait, c'est vachement facile pour eux, ben, ils sont nés comme ça. Donc, moi, j'ai pas pu, je sais pas, en fait, le faire et j'arriverai pas. Alors qu'une personne qui est plutôt flexible, à partir du moment où elle accepte que rien n'est déterminé et que tout est changeable, elle va dire comment ces personnes y sont arrivées, qu'est-ce qu'elles font que je ne sais pas faire, comment est-ce que je peux y arriver, essayons de tester, prenons des risques, et puis comme moi les revers, c'est de l'apprentissage, je peux y aller, je vais essayer et voyons jusqu'où je vais. Là, vous êtes véritablement dans une dynamique et une approche qui est 100% ultra trail. Encore une fois, la seule chose que nous devons gérer, c'est l'incertitude. On a énormément de contraintes, on a énormément d'événements qui seront complètement inattendus. Et en fait, la seule chose que nous allons devoir gérer, c'est avec flexibilité, avec ouverture, c'est cette capacité à gérer l'incertain. Je vais maintenant revenir sur ma, ma présentation. Et petit à petit, j'arrive à ma conclusion. Donc, si vous avez des questions, peut-être on peut les voir après, ou si vous voulez intervenir, continuez à le faire. Et moi, ça m'a amené en fait deux réflexions. Joël, Oui. peut-être avant la conclusion, vous nous aviez posé une question et on n'a pas répondu sur votre slide précédente. Alors, rappelez-moi la question parce que Eh bien, vous aviez dit les inconvénients. Alors, vous voyez beaucoup d'avantages à Ah l'ultra-trail, oui, ça ah je vous voilà, suis, les inconvénients. mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. j'aimerais bien qu'on réponde à cette question. Vous ne voyez Moi, pas d'inconvénients. moi, je n'en vois pas en fait, mais n'hésitez pas à... Alors, quels sont pour vous les inconvénients d'une approche active? Alors, moi, je fais pas d'ultra-trail, hein. Moi, je les observe. C'est quand je vais à la montagne en été, je les... Enfin, j'aimerais faire comme eux, mais je ne m'en sens pas capable aujourd'hui. Comment dire, pas capable parce que maintenant j'ai des enfants, parce que maintenant je voudrais pas me blesser et je voudrais pas être surtout égoïste. Le moins pour moi, c'est eh bien la préparation, ce que ça demande comme investissement. Eh bien, des fois, je me demande si quand on est en couple et puis que le couple ne le fait pas tous les deux et qu'il y en ait qu'un des deux qui le fasse, ben, c'est un peu égoïste pour les autres parce que les autres doivent un peu subir. C'est Mais en ça. même temps, tous les plus, je le vois hyper bien. Je ne fais pas d'ultra trail, mais ce que vous décrivez par rapport, enfin le parallèle par rapport au monde professionnel, moi ça m'aide beaucoup parce que c'est mon quotidien. Quand on est dans une équipe où
ça fait des années et des années, pour ne pas dire dizaines d'années, plus de dizaines d'années, qui font la même chose, de la même façon, ça a toujours été comme ça. Waouh, c'est dur hein, de les faire bouger et de leur comprendre. Donc, du coup, moi, je vais d'un style directif à un style compréhensif. Enfin, je fais plusieurs styles pour pouvoir leur faire comprendre. Et puis, quand c'est trop long, je passe au style directif et c'est comme ça, on y va, point à la ligne. Il faut que je gagne du temps aussi, parce que sinon, des fois, on ne prend pas trop de temps. Je sais qu'il faut y aller petit à petit, mais moi, Voilà. l'inconvénient, c'est des fois, il faut être égoïste pour pouvoir vivre, pour pouvoir le vivre. Alors, très bien, merci pour cet apport. Donc, je n'irai pas sur la notion de management, je vais me concentrer sur la notion de trail. Alors, effectivement, et c'est un point que j'avais soulevé, le terme égoïsme est réel. Et en même temps, il faut avoir conscience de cet investissement, et il faut avoir conscience des sacrifices que vous allez faire pour vous engager dans un ultra-trail. Mais l'ultra-trail, c'est la vie. En fait, c'est la même chose que votre vie professionnelle, que votre vie familiale. Donc, jusqu'à quel point vous êtes prêt à vous investir et jusqu'à quel point vous êtes prêt à faire des sacrifices. Donc, Moi, l'égoïsme, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, ce qui a été toujours très important quand je faisais des ultra-trails, c'est que dans mon entourage, donc dans ma famille, dans mon entourage professionnel, personne ne devait savoir que je m'entraînais pour un ultra-trail. Personne. Donc l'idée, c'est que vous allez devoir vous adapter dans votre quotidien pour pouvoir mettre vos séances d'entraînement de manière à ce que ça n'affecte ni votre famille, ni votre métier. Alors, ça veut dire aussi peut-être de s'entraîner la nuit, ou de s'entraîner très tôt le matin, ou de s'entraîner tard le soir, de gérer le temps. Donc, par exemple, vous partez le samedi matin, vous allez vous entraîner, mais ce n'est pas de longues sorties. Après, vous organisez vos sorties avec votre famille, peut-être pour les mettre dans le bain, etc. Alors moi, ça m'est facile de dire ça, mais je vais raconter une anecdote. Mon épouse fait la même chose que moi. Et en fait, nous, quand on avait les enfants qui étaient tout petits, on faisait ce qu'on appelait moi, j'étais plutôt de la nuit. Et après, dès que je rentrais, elle partait courir de manière à ce qu'il y ait toujours une continuité au niveau des enfants. Donc, ça veut dire que moi, je partais très tôt le matin, très, très, très tôt. Et puis, elle, après, dès que je rentrais, hop, elle partait courir. Et ça a marché. Voilà. Mais globalement, là, c'est aussi un élément de fierté, c'est qu'on a réussi à le faire sans que ça n'affecte trop, je dirais, nos collègues et notre famille. Voilà, ça c'est mon parcours. moi, si je peux me permettre, du coup, moi, je trouve que le terme égoïste, moi, ça me parle pas trop dans la mesure où, en fait, je considère quand même qu'il y a, me concernant dans ma pratique, ça rejoint un peu ce que disait Joël tout à l'heure, c'est-à-dire que dans mon quotidien, en fait, j'organise en fait mon temps d'entraînement en fonction de ma famille. C'est-à-dire que évidemment que je vais me lever beaucoup plus tôt, par exemple, pour m'entraîner. Mais après, et là aussi, ça rejoint l'idée de Joël, c'est-à-dire que je suis tout aussi présent en fait dans mon quotidien familial, ou en tous les cas, j'essaye de l'être. Néanmoins, j'ai conscience que ça a forcément un impact sur ma famille, sur mon état psychique aussi et émotionnel au quotidien, parce que la gestion de la fatigue, tu peux la gérer, mais il y a des fois où en fait tu n'arrives pas à la gérer. Et concrètement, je pense qu'il y a aussi ce principe de réalité auquel aussi il faut échanger avec sa famille ou avec son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire que concrètement, il y aura des fois où en effet, je serai plus fatigué, plus irrité, plus irritable. Donc ça fait partie peut-être des aspects négatifs. Et à la fois, les côtés positifs, c'est que aussi le fait de s'entraîner et du coup de s'aérer physiquement et psychiquement, ça me permet aussi de regagner un peu en énergie pour justement revenir dans mon quotidien familial et apporter tout ce que je dois apporter. Donc en fait, il y a les deux à gérer. Et je pense que tout simplement nommer les choses de manière très claire. En effet, ça peut paraître, en fait, moi, ma compagne ne fait absolument pas d'ultra ou quoi que ce soit. Il n'empêche que, en fait, quand elle me voit
irritable, plus fatigué, elle le nomme. Et le fait de le nommer, en fait, ça me permet en fait de réajuster. C'est bien. Et je pense que si déjà on communique en fait par rapport à ça, ça peut enlever pas mal de problèmes. Je dis pas que c'est miraculeux, mais je pense que Ouais. concrètement, ça peut enlever aussi beaucoup de problématiques. Après, sur l'ultra, en fait, là, on parle de suite de grosses distances, mais enfin, il faut pas oublier non plus qu'en fait, tout le monde ici, en fait, a commencé à un moment donné. On a commencé par des petites distances. On n'a pas appris à faire du vélo en fait tout de suite avec des grandes roues et à deux roues. En fait, je pense qu'il faut aussi considérer qu'en fait, l'ultra, c'est un apprentissage. Le lien avec la profession, en fait, la vie professionnelle, c'est également un apprentissage fait d'échecs, de rebonds, de réussites. L'ultra, c'est aussi ça, mais les courses, c'est aussi ça. Et la vie, en fait, à proprement parler, c'est aussi ça. Donc voilà, Merci. Merci voulais. Vincent pour cet apport. Je vais continuer. Je crois que ça s'arrête à midi, à 13h30, c'est de mémoire. Ouais, Ah je oui, suis il est désolé. déjà l'heure. Non, non, merci Ouais, Vincent, c'était très, très intéressant. Et ça me Oui, permet bravo en même messieurs. temps, J'aime pardon? votre état d'esprit. Ah, Bravo c'est gentil, merci Alina. Merci beaucoup. à tous les deux. Alors, tu vois, pardon, excuse-moi, j'ai tutoyé. Juste un rebond. Ce qui est très intéressant, c'est ce que moi j'ai noté avec l'ultra, et Vincent confirmera ou pas, c'est qu'en fait, on a tendance à inspirer les autres aussi. On amène quelque chose de nouveau dans l'équipe. Donc là, ça c'est intéressant parce que vous arrivez avec une autre dynamique, un autre état d'esprit. Vous êtes, c'est assez agréable et les personnes s'en rendent compte et ont tendance aussi à réfléchir différemment. Donc ça, c'est vous avez ce côté inspirant et vous êtes acteur du changement. Voilà. Eh Moi, ben, Alors, moi, vous m'avez moi, donné envie de faire de l'ultra, mais alors je m'en mais sens pas capable. comme dit Vincent, on peut commencer par un 15 km et petit à petit, un jour, on se dit, waouh, je suis arrivé là. Ce qui est important, ouais. ce qui est important, c'est le chemin, encore une fois. Alors, par contre, j'ai un point que j'ai oublié, merci Vincent, parce qu'en regardant, là, j'ai dit, ah mince, j'ai oublié l'impermanence des choses. Alors, l'impermanence des choses, c'est très intéressant. J'ignore si vous connaissez ce terme, mais en fait, c'est de cultiver un esprit qui ne s'attache à rien. Et c'est une pensée bouddhique, mais en fait, il est important de prendre conscience que rien ne reste tel qu'il est. Tout est amené à changer. Et c'est justement en s'attachant aux choses qui sont éphémères dans le temps, et nous sommes éphémères, qu'on crée de la souffrance. Et ça, c'est juste pour faire un lien aussi avec Épictète, qui est un stoïcien, et et je suis persuadé, vous connaissez cette citation, il dit, nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve. La seconde fois, le fleuve a changé et nous avons changé. C'est-à-dire que ce que vous vivez maintenant, ben, vous ne le vivrez plus de la même façon la prochaine fois, que ce soit dans la vie professionnelle, lorsque vous êtes dans une action, lorsque vous devez être résilient, ou que ce soit dans un ultra-trail ou un trail, où vous allez confronter à quelque chose qui change. Ça, c'était aussi assez important pour moi. Donc, je vais conclure ma présentation. Et en fait, je vais venir avec deux réflexions. Et la première, c'est que dans l'ultra ou dans la vie professionnelle, l'important, ce n'est pas véritablement ce qui va se passer, mais l'important, c'est de savoir comment vous allez choisir de répondre à cet événement. Est-ce que vous allez rester dans un mode fixe? Est-ce que vous allez rester dans un mode flexible? Donc, vous avez le choix de la réponse, quelle qu'elle soit, fixe, flexible, mais vous avez ce choix. C'est vous qui décidez, vous êtes responsable de cette décision. Ensuite, et ça c'est un point qui est pour moi un de mes mantras préférés et que j'applique, ou du moins que j'essaie d'appliquer au quotidien, je vais vous donner un exemple, c'est soyez positivement ouvert à l'inattendu, c'est une formidable source d'opportunités. Alors pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous êtes au quotidien, vous avez normalement anticipé à peu près tout ce qui va se passer dans la journée. Mais la réalité, c'est que quand vous arrivez le soir, chez vous, vous rentrez, eh bien en fait, de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez visualisé, ben, ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme vous l'aviez prévu. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire l'inverse. C'est de se dire, OK, dans les grandes lignes, je sais ce qui va se passer, mais maintenant, je vais m'amuser de tout ce qui est inattendu et je vais en rire. Donc, j'attends
l'inattendu pour savoir comment je vais le vivre. Et ça, c'est beaucoup plus excitant. Voilà. Donc, vous êtes dans la rue, eh bien, en fait, le feu passe au rouge, c'est pas ça, mais c'est pas ce que vous vous attendiez. Mais alors, vous essayez de dire, OK, pourquoi, comment, comment est-ce que je peux en profiter positivement? Alors maintenant, ma question, en fait, c'est que je suis persuadé que vous avez toutes les qualités qui sont requises ou qui ont été acquises ou développées par un ultra-trailer. Vous les avez toutes, elles sont là, elles sont chez vous. Donc, vous n'avez absolument aucune difficulté, d'une part, à aller jusqu'à un ultra-trail. Vous pouvez y arriver, j'en suis convaincu, on peut courir un marathon, on peut faire un ultra-trail. C'est plus une question d'entraînement et aussi d'envie et de goût. Est-ce que j'aurai du plaisir à le faire et qu'est-ce que ça me rapporte? Mais par contre, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a véritablement besoin de faire un ultra-trail pour devenir plus résilient et plus endurant professionnellement, si vous sentez qu'il vous manque des éléments pour aller dans cette direction, pour être plus flexible dans votre réflexion, peut-être que aussi un accompagnement en coaching ou en préparation mentale, c'est bien, c'est juste un investissement quantitatif et qualitatif, mais après, à vous de choisir. Moi, personnellement, j'ai fait les deux, mais voilà. Et sur ces mots, je vais conclure mon webinaire, ma présentation. Ben, je vous remercie pour votre participation aussi, pour votre contribution. Et si maintenant vous avez des questions, vous avez des points que vous souhaitez éclaircir, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Joël, vous avez suivi votre ligne. En tout cas, moi, vous m'avez emmené avec vous. C'est gentil, merci. C'est super agréable. Et j'ai plein de questions. Il va falloir qu'on se revoie. Je pense que n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse email, elle est dans mon invitation. Mais n'hésitez surtout pas. Après, vous pouvez aussi contacter les personnes du lab. Moi, je suis en contact avec Nathalie. Enfin, pas voilà, en contact direct. Mais voilà, c'est pour ça. Nathalie, n'hésitez surtout pas à la contacter. Est-ce que Sophie et Anne-Sophie, vous avez des questions, des points que vous voulez discuter? Personnellement, moi, pas de questions. Merci pour la présentation. Moi, je ne suis pas du tout sportive, hein, donc je venais plus sur les aspects résilience professionnelle, mais j'ai toujours trouvé que on avait beaucoup à apprendre dans le monde professionnel du monde sportif, Ouais. et notamment de la manière de gérer les équipes, de gérer les égos, de gérer la compétitivité ou la compétition. Donc voilà, je me souviens que quand j'ai été toute jeune manager, j'avais suivi un stage et on nous avait montré comment Aimé Jacquet, à l'époque, avait géré son équipe de France avec des personnalités très différentes et néanmoins, voilà, ils étaient arrivés au bout. J'ai toujours trouvé que c'était très inspirant. Voilà, donc hors de question pour moi de me lancer dans n'importe quelle course, quelle qu'elle soit, mais j'aime bien transférer les exigences du monde sportif dans le monde professionnel. Donc voilà, merci pour l'échange en tout cas. Merci, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Oui, tout à fait, sur les aspects, vraiment, je trouvais de connaissance, de s'écouter, de résilience, d'endurance, ça, je trouve que c'est des choses intéressantes. Ok, merci beaucoup. Anne-Sophie, vous avez une... Oui, merci également, c'était très agréable et comme dit notre collègue, voilà, on a l'esprit qui part et qui pense à pas mal de choses, qui fait pas mal de liens, c'est intéressant. Et puis un petit clin d'œil à Sophie, parce qu'Aimé Jacquet, il était du village à côté d'où je suis originaire, donc tu me fais plaisir. Il y a peut-être des ondes qui ont véhiculé, que vous avez récupérées, qui sait. Très bien, alors il y a une personne qui est du lab, qui est notre président de l'association, Jérôme. Et Jérôme m'avait expliqué que et j'aurais peut-être pu le dire au début, mais si ça vous dérange, le webinaire a été enregistré. Donc, est-ce que vous êtes... donc, deux points, et ça a clarifié de mon côté et vis-à-vis de Jérôme et vis-à-vis de vous. Est-ce que vous nous autorisez à le mettre sur notre site ou pas? Pas de souci. Pas de souci non plus.
Parfait. Zut! Et là, il ne faudra pas qu'on interprète le H par moi parce que j'ai écrit des choses des fois. C'est moi qui vous ai parlé la dernière fois quand vous étiez en montagne, quand vous couriez, et moi j'essayais de vous courir après. Ah, C'est une blague, Joël. ah, mais pourquoi pas? Moi, je vais finir là-dessus parce que nous avons trois représentantes féminines. Maintenant, c'est aussi un avis personnel. Mesdames, vous êtes super balèzes en ultra trail et vous avez une capacité de résistance et de résilience qui dépasse, et je suis convaincu qu'il dépasse celle des hommes. Personnellement, quand j'étais pas bien sur un ultra trail, j'attendais une personne féminine, une concurrente, pour pouvoir me caler à son rythme. Parce que vous êtes d'une régularité redoutable. Vous avez une perception de la difficulté qui est différente de la nôtre. Votre ego ne parle pas. Et c'est absolument reposant de courir avec une femme. Donc bravo, bravo, vous êtes très impressionnante. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage que vous ne tentiez pas d'aller sur ce type d'épreuve. Pas un ultra, bien entendu, ça prend des années. Hein. Moi, je pense qu'il faut 3 ans pour être à peu près au niveau. Mais franchement, c'est dommage que vous ne fassiez pas profiter plus les autres concurrents de votre expertise. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci. Merci Merci à à vous. vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous Excellente souhaite aussi journée. une très très belle continuation. Au revoir, mesdames. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Au Au revoir. revoir.